Pour continuer sur ce thème de DRH 3.0, j'invite Bertrand Dupérin à nous rejoindre, qui va du coup nous faire une analogie assez intéressante de peut-être la nouvelle mission d'une DRH, en tous les cas, un angle de vue que tu vas nous partager. Je te laisse te présenter. Attends, on va te chercher un micro par contre, parce que du coup, il a disparu. Et il est juste là. D'accord, donc bonjour. Donc, je m'appelle Bertrand Dupérin. Ma fonction aujourd'hui, je suis directeur de l'expérience employée chez Imakina. Imakina, rapidement, on est la plus grosse agence digitale indépendante en Europe, et principalement aujourd'hui, l'essentiel de notre activité sur des dispositifs de commerce unifiés. Voilà. Et du coup, dans le cadre de ton activité, comment tu as pu avoir un point de vue justement sur les DRH avec ces projets qui sortent sur ce sujet? En fait, j'ai historiquement, j'ai fait l'essentiel de ma carrière dans le conseil en RH et en management. Et un jour, j'ai été recruté pour monter une activité conseil au sein d'Imakina. Puis, je suis devenu patron du business. Et enfin, j'ai bougé sur des fonctions plus internes. Et je vais vous dire pourquoi j'ai eu ce poste. C'est un jour, j'ai annoncé que je partais. Pourquoi ? Parce que maintenant, là, ça va pas, là, ça coince, ça frotte, et j'en avais marre. On avait davantage l'impression qu'on devait tirer l'organisation plutôt que c'était elle qui nous poussait. Et à un moment, ça fatigue quand on pilote la moitié du PNL d'une boîte, ça fatigue. Donc j'ai mangé avec mon président et je lui ai dit ouais, je pense, là j'ai eu une offre sympa, je pense m'en aller. Il m'a dit pourquoi? Il m'a dit bon d'accord, je fais une réorg à la rentrée, tu restes et tu as le job que tu veux. Et tu règles tous les problèmes dont tu m'as parlé. Voilà, c'était pas plus compliqué que ça. Donc tu as créé ton poste? En tout cas, quelqu'un de bienveillant l'a créé pour moi. Ok, et donc l'analogie que tu fais aujourd'hui, si tu devais synthétiser en quelques mots le nouveau visage de la DRH, qu'est-ce que tu donnes comme... Alors moi, en fait, la manière dont je me qualifie, on a bien insisté quand on a créé le poste, Bertrand n'est pas DRH. Les RH, d'ailleurs, on n'a pas de fonction, on a plus de fonction RH, on a la partie administrative quelque part qui se balade dans le légal, à la compta, etc., sur des gens qui savent très bien faire sur cette dimension technique. Et on a bien dit la partie expérience employée, c'est quoi? C'est le parcours du collaborateur. En fait, je vais faire autrement. Je construis tout par analogie, je pars toujours de nos clients. Moi, je dis, on me dit, c'est quoi ton truc? C'est de la com, de la gestion des talents, du recrutement. Je fais, non, moi, mon job, c'est de faire des sites e-commerce. Ah bon? Oui, c'est ce qu'on vend à nos clients. Et moi, mon job, c'est de faire en sorte que le client en face de lui, il ait non seulement les compétences, mais les compétences organisées avec les bons outils, les bons process, etc., pour délivrer la promesse qu'on tient. Donc, quand je redéfinis mon poste par rapport à ça, moi, c'est de faire en sorte que ça arrive. Donc, à chaque fois, je pars du client, je fais le client, il a besoin de quel type de nanana. Et derrière, j'ai donc mes talents qui ne sont qu'une partie de l'équation, qui ont un parcours. Ils ont un parcours, ils rentrent dans l'entreprise. D'abord, ils nous trouvent, ils postulent, enfin, le parcours employé, tout le monde le connaît. Sauf que très souvent, quand je discute avec mes collègues RH, ils oublient un truc, c'est qu'il y a un point qui n'est qu'un point dans les étapes du parcours, c'est contribuer. Oui, contribuer à quoi? Contribuer à la production de valeur de l'entreprise, etc. C'est qu'un point, c'est 99,9% de leur temps de présence dans l'entreprise. Donc il y a également un enjeu pour moi de maîtrise des process métiers, enfin de collaboration avec les directions métiers, parce qu'à un moment c'est 99% de leur boulot, et quand ils souffrent dans le process métier, ils ont beau avoir des process RH qui sont super, qui sont fluides, etc. S'ils souffrent dans le métier, c'est ça qui fera que, un, leur expérience ça sera dégueulasse, et que deux, le client sera profondément insatisfait. Donc, de là, aussi, pour moi, la nécessité de collaborer avec le métier, ce qui est simple, parce qu'historiquement, j'étais le patron du métier, donc question de légitimité pour aller mettre les pieds dans le plat, c'est assez simple. Mais pour revenir à ta question, je pense que pour moi, l'enjeu principal d'une DRH demain, c'est de se rapprocher du métier. J'écoutais il y a 1 an ou 2 avec intérêt Josh Bersin de chez Deloitte qui disait l'enjeu des RH demain, c'est la productivité, pas la leur, celle de l'entreprise. Moi, j'avais dit, cadeau, comment est-ce que vous voulez aller mettre la main là, machin? C'est marrant parce que ça m'est arrivé 1 an après. Mais c'est effectivement comment est-ce qu'on a une emprise sur les métiers. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas uniquement le collaborateur ou le talent, comme on aime bien l'appeler. C'est le talent dans le contexte de son travail. Je fais des choses, je mène des initiatives de simplification de l'orga. J'essaye de travailler avec les directeurs métiers sur aussi la fluidification de comment ça se passe concrètement chez eux.
pilote le recrutement de certains talents, le développement, mais je le fais aujourd'hui dans la perspective, j'ai des gens dont je sais qu'ils vont faire ce type de métier en face de tel type de clients avec des problématiques que je connais bien. Si demain vous me demandez de faire la même chose chez un telco, dans une compagnie aérienne ou dans une banque, je le ferai peut-être complètement d'une manière différente parce que je vais prendre même un exemple basique. On recrute énormément de développeurs. Normal, c'est notre boulot. Ben, je pense qu'un développeur, un bon dev, certaines compétences, etc. Mais un bon dev chez nous ne sera pas forcément un bon dev, je ne sais pas, sur du SI bancaire ou sur du... Pourtant, le mec, il a les mêmes compétences. Pourquoi est-ce que... Moi, je pense que j'ai un excellent directeur juridique, mais parce que non seulement il aime ce qu'on fait dans notre métier pour nos clients, donc il est capable de... Quand on s'est tapé la GDPR, là, et puis de devoir l'expliquer à nos clients, moi j'étais content que mon directeur juridique soit suffisamment passionné pour être capable d'aller expliquer à nos équipes business ce que devaient faire et recadrer du côté de nos clients. Un autre directeur juridique, ben, peut-être qu'il ne se serait pas intéressé parce que voilà. Donc il faut toujours repartir du client, repartir du business, et je pense que c'est cet ancrage business aujourd'hui qui manque à énormément de RH et qu'on leur reproche. Du coup, ce que je comprends de ce que tu dis, c'est comment une DRH peut finalement s'équiper de talents qui étaient auparavant très opérationnels, donc attirer du coup des talents internes et qui sont plus dans le métier pour venir enrichir. J'entends aussi peut-être renommer potentiellement le nom de direction des ressources humaines, ça peut peut-être aider. Alors, tu donnerais quel nom, toi ? C'est une discussion, je suis intervenu au séminaire de rentrée de la direction RH d'une boîte de cosméto à Paris, pas une française. On a justement abordé ces sujets. Comment est-ce que je fais ? Appelez ça comme vous voulez tant que ça marche. Sincèrement, parce qu'il y a des histoires de culture dans des entreprises, on peut jouer avec les noms, et puis ça envoie des messages. Bon, chez nous, c'est expérience employée, ailleurs, ça pourrait s'appeler RH. D'autres appellent ça people. Franchement, j'ai pas de nom. Moi, je trouve qu'il est intéressant, par contre, ce qui est important, c'est la mission qu'on vous donne, et avec un mandat clair. Moi, il y a une personne au-dessus de moi, c'est mon président. Même pas de managing director, rien, il est au même niveau que moi. Donc, mission claire, un mandat clair du président qui est à fond derrière moi, tout le monde sait pourquoi je suis là, où je prends mes ordres et à qui je reporte. Je peux vous dire que pour transformer les choses dans une orga, il y a pire. Donc, le nom, on s'en fout, ce qui est important, je vous le dis encore une fois, c'est le mandat et la capacité à emmener les gens derrière vous. Deux choses pour, je pense, la capacité à faire bouger les choses. Ce qui vient du dessus, on peut dire ce qu'on veut, l'entreprise, la collaboration, le bottom-up, etc. Un peu de top-down et un peu d'autorité de temps en temps, ça aide à avancer. Et la légitimité, par contre, que vous tenez du bas. Et du coup, concrètement, toi, quand tu as pris ce poste, dans ta feuille de route, tu t'es mis 3 chantiers prioritaires. Quels étaient-ils ? Chantier prioritaire. Alors la première chose, c'était simplifier. Oui, en fait, globalement, mais je pense que c'est la même chose dans toutes les entreprises. Ça ne sert pas de se casser beaucoup la tête pour se faire une feuille de route. Simplifier. C'est bête, mais on est dans un monde complexe et les entreprises ont répondu à la complexité par de la complication, donc avec des strates managériales, des process, des trucs. Et quand vous demandez mais pourquoi est-ce qu'on fait comme ça, vous vous rendez compte qu'on vit avec des solutions qu'on a inventées il y a 8 ans pour faire face à des problèmes d'il y a 8 ans, qu'aujourd'hui le problème n'existe peut-être plus, qu'on a la techno pour le résoudre, mais on continue à faire comme... Et ça devient proprement infernal. Donc premier chantier, simplification. Deuxième chantier, les fonctions support. Pourquoi ? Parce que si je voulais leur redonner du temps pour vraiment faire leur job par rapport aux collaborateurs, par rapport aux managers, il fallait que je leur enlève des trucs. Donc, job de simplification et d'automatisation de pas mal de choses chez eux, pour leur redonner du temps sur des choses vraiment importantes à valeur ajoutée. Ce qui était frustrant, parce que les collaborateurs... Pendant ce temps-là, j'avais l'impression qu'ils avaient l'impression que je foutais rien, parce que j'étais que sur des couches basses et des choses qu'ils voyaient pas. Et la troisième chose que je n'ai pas eu à faire, mais que je ferais si jamais je débarquais dans une boîte pour faire ça, c'est d'aller parler aux clients. C'est un truc, ça peut être bizarre, c'est un DRH qui va parler aux clients, parce que vous avez parlé aux clients et vous leur dites, c'est quoi votre expérience avec nous ? Comment ça se passe, ce qu'on vous livre, ce qu'on vous donne, ce qu'on vous vend, la manière dont on interagit humainement, qualitativement, etc. Et là, quand vous avez vos clients qui vous disent
c'est un peu léger là, c'est un peu léger là, il y a machin, des fois il manque des ressources, des fois il faut ci, des fois... Et puis qu'en interne, vous avez vos directeurs métiers qui vous remontent, ou les collaborateurs qui vous remontent un peu la même chose, parce que bizarrement, ils sont d'accord. Bizarrement, vous avez une roadmap. Elle fait plaisir ou elle ne fait pas plaisir, mais vous savez où est-ce qu'il faut appuyer. Donc là, du coup, tu es sur le sujet de la symétrie des attentions entre finalement le client final et le collaborateur. Alors, je l'ai tellement la symétrie des attentions qu'en fait, je suis patron de l'expérience client aussi. Au niveau de la direction, il y a eu une hantise, c'était d'avoir, et des choses, je pense qu'on a tous connu, le marketing qui fait des promesses et l'interne qui court pour essayer de délivrer des trucs intenables. Ça crée des tensions. Donc pour éviter d'avoir un expérience client et un expérience employé qui s'écharpent tous les matins dans une salle de réunion, on a décidé que c'était une seule personne qui piloterait les deux pour s'assurer de la cohérence et pour me rappeler des fois que je l'oublie au quotidien, que tout ce que je fais, c'est au final pour servir nos clients. Je ne recrute pas pour le plaisir de recruter, je ne recrute pas pour le plaisir de filer des jobs, je ne forme pas pour le plaisir de mettre des gens dans des salles de formation pour qu'ils apprennent des trucs, je le fais dans la perspective que demain, ça crée de la valeur pour nos clients. Et du coup, quel titre on a trouvé exactement pour ce poste qui mêle les deux? Aujourd'hui, c'est Head of Employee and Client Experience, avec le employé avant le client. Ça, c'est un poste dont j'avais jamais entendu parler. Alors, j'en connais d'autres. Non. Il y a je suis tombé dans une conf à Amsterdam sur une personne. Alors, elle n'était pas head of, elle était VP. Il y a le même titre chez Adobe. Chez Adobe ? Ouais, ils sont une vice-présidente employée and client experience aussi. Mais vous avez aujourd'hui, on trouve des chief people. Le nom, on s'en fout. Ce qui est important, c'est le mandat et où vous êtes dans l'orga pour avoir de l'impact. Oui, mais là, c'est vrai que c'est le fait d'avoir lié les deux, à la fois le côté final et le côté. Je ne sais pas si ça pourra durer longtemps. Oui, c'est une question. Ça peut être en transition. Je pense au départ, pour lancer, c'était important que je sois cohérent entre ce que je raconte comme message et ce que je mets comme capacité de delivery, d'orga, de talent derrière. Et pour moi-même, je vous dis, j'ai une piqûre de rappel tous les matins qui me dit, tu fais pas ça dans ta bulle tout seul en interne, comme s'il n'y avait pas un monde autour. Tu fais ça parce qu'à la fin, il y a des clients. Et ça marche parce que je regarde tous les matins les chiffres, les taux d'occupation, la rentabilité. Pourquoi est-ce qu'on ne staffe pas? On n'a pas les talents, on n'a pas les compétences, les mecs qui sont pas assez bons. Comment ça se fait qu'on a fait que 15% de marge ce mois-ci? C'est pas normal. Enfin, j'ai des préoccupations qui des fois sont un peu bizarres pour quelqu'un qui est supposé être people, mais je pense que c'est le meilleur moyen de mettre les collaborateurs dans le bon contexte pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, c'est de les imaginer en situation de travail et pas seulement statiquement. Un talent, c'est pas un truc, c'est quelqu'un qui est dans un contexte et un contexte qui produit quelque chose. Donc tu nous invites du coup à nous rapprocher énormément des métiers et voir d'être suffisamment outillés sur l'expérience client final. Je pense que si jamais j'étais parachuté comme ça dans une boîte que je ne connais pas, les deux premières choses que je ferais, c'est m'entourer de gens des métiers. Je veux qu'on m'explique ce qu'est le quotidien des gars sur le terrain. Quand est-ce que vous voulez que je parle recrutement, je parle développement des talents, je parle efficacité, je parle performance business sur des métiers dont je ne connais absolument rien et si personne n'est capable de me les expliquer. Premier point. Deuxième chose, j'irai parler aux clients pour lui dire entre ce qu'on donne et ce qu'ils reçoivent, où est le gap et sur quoi on peut agir. Merci beaucoup. Ça donne envie de postuler pour être Chief Experience Officer et dans les deux cas. C'est pas marrant tous les jours. Hein. Non, je pense que c'est quand même assez compliqué. Tu nous as pas dit les coulisses, mais ça doit être assez sportif. Est-ce que vous avez des questions ? Merci pour cette expérience. Je crois que vous remettez au goût du jour la notion de HR business partner finalement, qui n'est pas toute jeune, qui n'est plus toute jeune, et qui par contre n'a pas été une réalité pendant longtemps dans les entreprises. Moi, ma question, c'est comment vous vous assurez aussi de la symétrie des attentions, c'est-à-dire comment vous assurez que vos managers, qui sont dans le métier, etc., ils sont aussi HR partners, c'est-à-dire que, parce que si on est trop business partner, à un moment donné, on n'a plus de recul. Donc comment vous assurez que eux, vous leur donnez peut-être les moyens ou l'envie d'aller dans votre sens à vous RH ?
Bon, on est entre nous, on a les problèmes de quasiment toutes les boîtes. On a fait monter sur des fonctions managériales des experts métiers et un jour, ça ne marche plus. Voilà, manager, c'est un métier et c'est pas qu'un titre sur une carte de visite. Mais on a le même. Je pense qu'il y a c'est un truc sur lequel on est tous d'accord et on souffre tous du même mal. Alors on est en train d'essayer de le résoudre. Hein. Ça, je vous donne un scoop. On a bossé sur un truc qu'on appelle... Parce que poser la question au manager, on dit est-ce que je peux m'appuyer sur eux, poser la question au manager, est-ce que tu fais bien ton job? Ils vous diront tous oui. Poser la question aux dirigeants, ils vous diront tous nos managers sont nuls. Et poser la question aux collaborateurs, en général, leur problème, c'est le management. Donc, quelque part, il y a un problème. Le truc, c'est que pourquoi est-ce que... je pense qu'il y a ce grand écart, c'est que les managers, ils sont tous l'impression de faire bien leur boulot. Est-ce que quelqu'un leur a dit ce que c'était le job de manager? Est-ce que c'est écrit quelque part qu'un manager, on attend ça de lui? Mais je dis en termes de tâches, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Non, c'est écrit nulle part. C'est un truc, c'est vague. Donc on a écrit un truc, ça s'appelle le Management Delivery Model. C'est quoi un manager? Qu'est-ce qu'on attend de lui? Et je suis parti du client et j'ai dit, le client, on lui a promis ça. Il est en droit d'attendre ça des gens qui sont en face de lui. Donc le gars qui est en face de lui, qu'est-ce que son manager lui doit? J'entends bien lui doit, et qu'est-ce que l'entreprise lui doit? Il y a des trucs qui ne sont pas du ressort du management, c'est au-dessus. Et le manager en question, pour donner ce que le collaborateur est en droit d'attendre de lui, qu'est-ce que nous, on peut faire pour lui? Donc on a fait du reverse, comme ça. C'est aussi un intérêt, j'avais plein d'idées, de trucs à mettre dedans, je me suis rendu compte que ça ne rentrait pas. Mais comment? Et je me suis rendu compte que j'ai des idées qui étaient peut-être bien, qui m'auraient permis de briller, qui m'auraient permis de dire j'ai fait, mais en fait qui ne contribuaient en rien à ce qu'on amenait à nos clients. Donc profondément inutile, c'était un délire de top manager. Mais ça m'a permis d'éviter de faire le ménage et de reconnaître que moi-même j'avais des idées à la con. Mais on a fait ce management delivery model et on s'est dit comment est-ce qu'on va le mettre en œuvre? C'est-à-dire, arriver, on le jette sur une table et maintenant, votre job, c'est ça. Non, on n'a pas fait ça. On vient juste d'initier aujourd'hui, avec une première sphère, une réflexion sur tous les sujets qui sont traités dedans et surtout, sans leur dire qu'on a déjà écrit et formalisé un truc. Parce que si, en travaillant avec eux, on arrive à un modèle différent, c'est pas grave, on jette le nôtre. Mais à la base, on a un os à ronger, on a un truc à mettre en place. L'objectif, c'est oui de dire la fonction managériale, c'est ça. On attend ça concrètement de vous, mais très concrètement. Si vous n'avez pas envie de jouer à ce jeu-là, vous pouvez retourner expert métier, on nommera d'autres personnes managers. C'est pas un problème. Et sans perte c'est juste un rôle. Une fois qu'on aura mis ça, et une fois seulement qu'on aura mis ça, c'est évaluer le manager sur son management. Mais on n'a pas le droit de faire ça tant qu'on ne leur a pas dit ce qu'on attendait d'eux et qu'on ne leur a pas donné les outils pour le faire. Donc on va mettre les choses dans l'ordre. Je suis assez content d'avoir, parce que c'est un sujet qui est un peu chaud, donc je pense dans beaucoup de boîtes, on est assez content d'avoir réussi à le craquer, d'être en train. Moi je suis content d'avoir un président qui m'a dit oui, ok, bonne idée, vas-y, parce que c'est un sujet ah ouais, mais non, c'est un peu tendu, on va le mettre dans un tiroir et on le ressort dans 10 ans. Donc aujourd'hui, on en est là. On voit des changements sur la manière dont on nomme les managers. Aujourd'hui, typiquement, celui qui a repris mon rôle à la tête des équipes conseil, aujourd'hui, c'est un manager de 29 ans qui encadre, en fait, il a que 2 personnes plus jeunes que lui dans son équipe. Il encadre des gens qui ont, il y en a un de 47 ans, un de 51, des 30 et plus. Et je crois que, oui, il a 28-29, il doit être le 2e plus jeune de son équipe. Et ça passe très bien parce qu'il est reconnu et pour ses qualités professionnelles, mais aussi pour ses qualités de manager. Il a ça en lui, et là, c'est pas une question d'âge, l'expérience compte, mais fondamentalement, il y a des gens qui sont pas faits pour et qui en ont même pas envie, et vous leur donnez un poste de manager, c'est une catastrophe, mais c'est le seul moyen d'avancer dans l'entreprise. Donc on a fait aussi une autre chose, on est en train de travailler de refondre les profils, parce qu'on ne faut pas oublier, on a une boîte, on a beaucoup de tech, de dev, etc. On dit, mais pourquoi est-ce que le management est la seule manière de faire carrière dans une boîte? Donc on est en train de valoriser les carrières sur l'expertise. Et à un moment, après un certain nombre d'années d'ancienneté, on pourra dire je choisis la voie du management ou la voie de l'expertise. Je ne vous dis pas que ça va être forcément gagné, ça frotte, le modèle il sort, il va mettre du temps pour sortir, mais à un moment on ne peut pas tourner autour du pot pendant longtemps et se voiler la face en se disant oui, on a des problèmes sur le management, oui, on a des problèmes sur les carrières, oui. Toutes les boîtes l'ont.
Et on attend quoi? On attend de prendre le mur, on attend d'avoir des vagues de démission, on va continuer à se dire, il est normal qu'à 3 ans, on perde la moitié de nos effectifs. Non, c'est normal ou c'est pas normal? Et on sait pourquoi. Parce que carrière mal formalisée, on ne sait pas quel est le next step pour moi, où je veux aller vers là, où je ne vois pas, où je ne sais pas comment on va me développer, où à un moment je suis au top parce que j'ai l'impression que ma boîte me fatigue plus qu'elle. Enfin, bon, voilà, on considère que c'est normal, ou on regarde les choses en face et on les change. Et c'est pas une question, pour terminer, dire oui, bon, moi, machin, truc. C'est quand même beaucoup d'énergie, voire de l'argent, etc. C'est juste de l'interne. Ce qui est important, c'est le marketing, c'est machin. On parle de ce qui produit. À la fin, votre EBITDA, elle vient de là. Hein. C'est pas des coûts. Pour nous, on considère que c'est des investissements. Et d'ailleurs, là vraiment pour finir, on a chez nous simplifié. On a organisé l'entreprise autour de différents pôles. Il y a des pôles business, des pôles techniques, des pôles support administratif. La fonction employee experience est classée comme une fonction business et pas comme une fonction support ou admin. Il faudrait que tu interviennes aussi en école de commerce, alors pour casser le code culturel de l'ascension n'est pas forcément un poste de manager, parce que là c'est une vraie croyance en tous les cas, une vraie habitude qu'on a prise en France, c'est un vrai défi que vous vous êtes donné. On va essayer, rendez-vous dans un an. Ça marche. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions pour Bertrand ? Merci Bertrand, c'était plein de choses dont je pense qu'il y a plein de monde ici qui est largement convaincu depuis longtemps, mais ça fait du bien de l'entendre et de voir des gens qui font. J'avais 2 questions, moi une sur ce process de transformation culturelle du manager en 3 étapes, sur formaliser ce qu'on attend de lui donner les outils et puis l'évaluer. C'est un voyage de combien de temps pour vous? Ça, vous êtes parti pour quel horizon? Alors, et la deuxième, juste avant, ce second, le parcours là sur les expertises, qui est magnifique. Est-ce que vous avez aussi des outils justement pour pouvoir évaluer ou donner aux gens une visibilité sur leurs expertises / compétences? Alors sur la question des outils, on est très mal. J'avoue qu'on est très mal outillé, mais pour moi aujourd'hui c'est pas le problème. Le problème c'est déjà d'avoir la vision et le consensus sur c'est comme ça qu'on doit faire. Après, on verra pour outiller, mais après, vous pouvez mettre tous les outils. Si jamais le dispositif n'a pas de sens, vous n'avez pas compris, vous avez juste jeté de l'argent par les fenêtres. Premier point. Le deuxième... Alors, mais avant d'aborder votre deuxième question, juste une chose quand vous dites, c'est bien de voir des gens qui font, etc. En fait, moi, j'y suis pas pour grand-chose. J'ai été chassé dernièrement. On m'a dit, tiens, voilà. Et moi, j'ai posé qu'une question. C'est où je suis dans l'orga et qui est la personne au-dessus de moi. J'ai regardé, je fais, non, pourquoi ? Il n'a pas les reins pour me supporter. Et moi, tout ce que je fais pas preuve de courage. J'ai un président qui est génial. C'est lui qui a les épaules, etc. Moi, il me fait une autoroute, j'ai qu'à avancer. Donc, c'est le courage, il est... Et même quand je vois très souvent des gens qui changent des choses dans des boîtes, le courage, en fait, il est rarement chez eux. Il est dans celui qui couvre au-dessus et qui va au feu pour eux, où et quand c'est nécessaire. Donc, et sur la question du justement combien de temps, nous, on espère bien avoir un consensus sur le modèle. On se donne 3 mois. On se donne 3 mois. Et là encore, ce qui est important aujourd'hui dans le business, c'est le rythme. On ne peut pas se dire, tiens, c'est un chantier, machin, et on se donne un an pour formaliser un modèle. On a décidé que c'était le chantier important de la rentrée, ce qui veut dire qu'on a chaque semaine une réunion d'1h30 entre président, managing director, moi et top manager, pour avancer, pour accoucher sur ce modèle. Et on prend un sujet par semaine. Et on est briefé avant sur de quoi on parle, on contribue, on a on a une base de travail, et à la fin on dit est-ce qu'on est d'accord pour que ça fonctionne comme ça et mettre ça en œuvre? Oui. Semaine suivante, voilà. C'est parce que sinon on enterre les sujets, et on y est encore parlé en mois de juin. Et pas que sur ce sujet-là, en fait, on a un mode de fonctionnement. Moi, je vois typiquement mon président une demi-heure j'ai un créneau d'1 demi-heure avec lui, informel, tous les week-ends, et on prend tout. Et c'est simple, tous les week-ends, toutes les fins de semaine. Et on prend, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Qu'est-ce que je fais la semaine pro? On ne parle pas de la semaine d'après. Ça, c'est mon problème, c'est ma roadmap. Et où est-ce que ça coince et qu'il doit venir me débloquer une situation? Ça dure 1 demi-heure. Et semaine suivante, on fait pareil. Le rythme, c'est ce qu'il y a de plus important dans une entreprise aujourd'hui. Et si vous n'êtes pas capable de donner du rythme à vos projets, et si on ne fonctionne surtout pas comme ça en haut,
Ça fonctionnera pas comme ça en bas non plus. Chacun entraîne, et on a le problème, on a eu le problème de beaucoup de boîtes. Tout le monde vous parle de l'agilité, mais vous pouvez pas produire en agile devant le client, avoir les gars en face du client qui sont en agile. Alors les problèmes remontent, et à un moment, on s'approche du management, et là, c'est plus agile du tout. On évoquera ça au prochain comité machin qui a lieu dans 3 semaines. Ah non, la réponse, il la faut tout de suite. Donc, voilà, l'agilité, on a essayé de la mettre en place également partout. On se parle, on se voit, c'est pas longtemps, c'est informel, mais c'est le rythme. Sans rythme, aujourd'hui, on n'arrive à rien. Très bien, tu as bien donné du rythme là. Voilà. Une autre question ? Non ? Bon, bah merci beaucoup encore.